Messieurs et dames, bonsoir. Merci de suivre votre magazine de décryptage d'informations politiques. Aujourd'hui, nous sommes là justement en entretien exclusif pour ce compte de ce magazine pour parler actualité, décrypter l'actualité avec un acteur politique, Maître Pasquine Bayo. Il est cadre de l'UDPS et président national de la COPO, cette structure d'appui au sein du parti cher à Félix Antoine Tshisekedi. Maître Pasquine Bayo, bienvenue. Merci. Avec vous, d'abord les questions d'actualité qui concernent notamment le programme de son premier jour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, l'attente de son gouvernement, mais aussi cette réunion interinstitutionnelle qui a finalement pris un certain nombre de décisions que l'on va décrypter dans ces magazines. Et c'est par là que l'on commence la réunion interinstitutionnelle pour planter le décor. Quel devra-t-on retenir comme votre point de vue? Bien, il ne faudra pas la rendre comme une espèce de discussion byzantine où les gens pensent que quand il faut ergoter tout autour, l'on transformerait la chose pratiquement à une discussion sur le sexe des anges. Ce n'est pas la première fois dans notre pays qu'il y a une réunion interinstitutionnelle. Je pense que le régime dernier a eu à organiser plusieurs réunions interinstitutionnelles et par la même occasion, il était donc important que, vu l'urgence et la nécessité, que le président essaye de convoquer toutes les institutions les plus importantes, évidemment, à partir du moment où il fallait régler une question en vertu de l'article 69 de la Constitution et de l'article 160 alinéa 2 ou 3 de la Constitution. Et voilà ce qui a produit évidemment cette nécessité de la réunion interinstitutionnelle autour du président de la République. Et cette réunion interinstitutionnelle, avant d'aller dans les réactions, a notamment décidé de reporter les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. Malheureusement, la CENI a donné un nouveau rendez-vous, c'est-à-dire le 10 avril 2019. Oui, mais j'ai lu ce calendrier, mais si le pouvoir judiciaire n'est pas prêt, de nouveau Nanga et compagnie seront obligés de reporter. Et ce n'est pas la première fois. Avant les sénatoriales, le PGR avait écrit à la CENI et la CENI avait passé outre cette lettre pour organiser. Cette fois-ci, le contexte est différent. À partir du moment où il est des candidats gouverneurs, qui sont cités parmi les gens qui ont plongé dans la corruption, soit comme corrupteurs, soit comme corrompus. Et vous voulez que nous puissions aller à des élections de gouverneurs, c'est bien beau, selon ce calendrier du 10 avril. Mais si 2, 3, 4 candidats gouverneurs, voire même 20 candidats gouverneurs, sont interpellés par la justice par rapport à une question de corruption, ça et là, écoutez messieurs, pour des besoins de la cause, on sera obligé, encore une fois, d'avoir un nouveau calendrier, puisque il faudra finalement que certains candidats gouverneurs répondent de leurs actes devant la justice. Et quand ils vont répondre de leurs actes devant la justice, je vous dis qu'il faudra attendre la décision du juge. C'est pas la chasse aux sorciers aujourd'hui que le nouveau parti présidentiel est en train. C'est un faux débat. C'est un faux débat quand on parle de la chasse aux sorcières. Vous trouvez normal que les gens, à l'occasion d'une élection sénatoriale et de gouverneur, prennent l'argent dans les trésors publics au dépourvu de cette population qui vit aussi de la pauvreté? Vous trouvez normal que quelqu'un soit, c'est pas autorité au sein de la CNI, mais qu'il ait 100 millions de dollars à lui seul dans les banques américaines? Mais c'est anormal. Ou bien nous voulons implanter un état de droit, ou bien nous voulons faire émerger cette nation, ou bien nous voulons flatter les... Il n'y a pas chasse aux sorcières pour les délinquants politiques. Il n'y a pas chasse aux sorcières quand il s'agit d'un délinquant au sein d'une institution citoyenne et organisme public comme la CNI. Alors, il y a eu cette suspension de l'installation du bureau
du Sénat et la corruption n'a pas été simplement décriée au niveau du FCC, mais aussi au niveau du cash. Par exemple, l'UDPS avec 12 candidats députés à Kinshasa n'a pas su avoir un seul sénateur. Nous n'allons jamais remettre cela en cause. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Le président de la République, pour raison de fierté, pour raison de respect de la loi, il va commencer par punir au sein de la maison. Pour preuve, la base de l'UDPS. Avant que le président ne décide, la base elle-même a réagi par une sûreté publique, en saccageant les maisons. Le pays n'est pas géré par la base, finalement. Je suis de l'UDPS. Vous n'allez pas m'interdire de parler de la base. Je dis le pays n'est pas géré par la base. Je vous dis que si le pays est géré par la base, il y a un député d'un mouvement qui a pris fuite, qui est ici, un certain Wanzembele, pour avoir reçu l'argent de la part des Quidam dans cette élection sénatoriale. Il vient de perdre sa maison et tous les biens. Il est venu se réfugier ici à Lubumbashi. Mais ce n'est pas un comportement qu'il faut... C'est un comportement décrié dans les chefs de ces députés-là. Parce que quand vous êtes député... Non, d'une part, dans le chef de député, d'autre part, dans le chef de... Laissez-moi y arriver. Allez-y. Quand on est député à l'UDPS, on n'est pas député de soi. On est député de ceux qui vous ont élus. Et donc quand on arrive, on navigue à contre-courant, contre les principes, les ordres du parti. D'abord, le parti lui-même commence par réagir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, comme pour le cas de Kinshasa, il y a 9 députés qui sont présumés coupables et par la même occasion, ils vont subir la rigueur de la loi si leur culpabilité est établie. Vous avez dit tout à l'heure qu'il ne revient pas à la base de l'UDPS de gérer le pays. Qui a dit que la base est en train de gérer le pays? La base ne gère pas le pays. Elle est en train de prendre en otage le président de la République. Non, mais la base n'est pas la présidence. Sur un certain nombre de décisions. C'est un discours de la détraction. La base n'est pas la présidence. Qui peut impacter la prise de décision. Nous sommes un parti politique contestataire, quand bien même nous sommes au pouvoir. C'est la deuxième fois que je le répète ici. Je l'ai dit il y a quelques mois, nul ne m'a cru. Mais aujourd'hui, vous vous en êtes rendu compte. Même moi qui vous parle ici, si je vais à l'encontre des idéaux, je vais à l'encontre des principes directeurs de l'UDPS, mais vous verrez cette base-là me prendre d'assaut. Et c'est ce que je dis, tout est décidé par la base. Non, tout n'est pas décidé par la base, j'ai dit, je le répète. Si vous lisez la Constitution, le président de la République n'est plus président de l'UDPS. Le président de l'UDPS, c'est Jean-Marc Kaboun. Le président délégué. Non, c'est le président AI. Le président délégué, c'est un jargon qui n'a pas été utilisé selon les statuts et les textes qui gouvernent. Mais c'est quand même utilisé, on l'appelle président délégué. J'ai dit, mais ceux qui utilisent le mot délégué, ils l'utilisent à tort et à travers. Le président actuel de l'UDPS, c'est un président AI. L'acte l'ayant confié cette mission dit qu'il est président AI. Moi, je ne peux pas être ici. Alors, on revient à la question de corruption de députés de l'UDPS. D'abord, principalement, puisque vous êtes cadre de l'UDPS, on en parle. Qu'est-ce qui serait à la base? Qu'est-ce qui motiverait vos propres députés de voter ceux qui ne sont pas de leur formation politique? Bien. Ou n'ont-ils pas été préparés? La malintention finalement, ce n'est pas question d'avoir été préparé. Il est vrai qu'il y a aussi des députés de l'UDPS aussitôt arrivés à l'UDPS, aussitôt élus. Il y a des gens dont les veines ne circulent pas l'ADN de l'UDPS. Et par la même occasion, étant nouveau venus, finalement, ils ont navigué à contre-courant. Mais ce qu'il faille dire à propos est une seule chose. De l'UDPS ou pas, je voudrais invoquer un principe criminologique qui dit nous sommes tous des délinquants biologiques par les simples faits de l'atavistique. C'est-à-dire notre comportement actuel est un cliché ancestral. C'est-à-dire il y a des gens qui sont à l'UDPS qui ont fini par mordre à l'hameçon de la corruption. Mais il aurait fallu que ces gens-là soient convaincus. Ça devient l'habitude. Laissez-moi finir la phrase, vous m'embrouillez. Il faudra que ces gens-là commettent des erreurs pour autant qu'ils soient punis et avec des sanctions exemplaires. Moi, je ne vois pas la raison pour laquelle je peux reporter tout autour. Ceux qui ont été corrompus vont répondre de leurs responsabilités. Et la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait que certains députés de l'UDPS aient été corrompus? Vous me posez une question mystique. La seule chose que ils auraient touché de l'argent pour voter des candidats sénateurs. Je ne remets pas en cause ce que vous dites. J'ai dit que la question est mystique à partir du moment où vous me poussez à sonder la malintention
l'élément psychologique dans les chefs des corrompus. Or, l'infraction de corruption est une affaire des deux intervenants, le corrupteur et le corrompu. C'est-à-dire tous ces gens doivent répondre. Heureusement pour nous, le procureur général près de la Cour constitutionnelle a collecté toutes les relevés, disais-je, téléphoniques, et même des écoutes téléphoniques sont à leur disposition pour frapper quiconque serait tombé d'une manière ou d'une autre, de près tout comme de loin, dans cette sale besogne que nous appelons la corruption. Ils seront au nombre de 26, selon Gérard Kabounda Kabound, ces députés provinciaux d'élus de PES qui, au terme de cette procédure, pourraient perdre leur mandat en lieu et place de leur suppléant. Bien, c'est une déclaration politique du président AI. Finalement, il reviendra à la justice de pouvoir dénicher si réellement il s'agit de tous les 26 et s'il s'agit évidemment de 9 ou de 16. Parce que au total, je vous donne un exemple. Pour le cas des députés provinciaux à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, nous avons suivi à la loupe évidemment leur vote et je tiens à vous signaler que nous avons vu au verso des bulletins de vote avec consigne donnée qu'ils ont eu à le respecter, sauf exception. Et donc pour ceux de Lubumbashi, ils ont réussi à bien se respecter, à demeurer rectilignes. Mais pour le reste, dès lors que la justice établit leur culpabilité, monsieur, que la justice soit faite. Ce que voudrait dire, ils pourraient perdre leur mandat au profit de leurs suppléants. Tout à fait, la logique est simple. C'est-à-dire quand vous êtes condamné, je prends pour exemple pour une année, pour 2 ans, vous allez soit faire la prison, soit on va commuer votre condamnation en une amende, ça dépend, soit vous serez condamné et par la peine et par l'amende. Dès lors que vous êtes condamné, vous cessez de siéger. Il y a eu des candidats qui ont démissionné avant la tenue sénatoriale. Pour ne pas citer leur nom, ils sont très nombreux qui ont démissionné. Il y a même Alain Atoundou qui a écrit, Alain Atoundou, je rappelle, porte-parole de l'ancienne majorité présidentielle, et s'est transformé en plateforme gouvernementale. Il a écrit au procureur dénonçant la corruption. Ne voyez-vous pas que la corruption est en train de prendre une autre dimension? Par où devra-t-on faire face à cette corruption qui risque de s'institutionnaliser au pays? Cette corruption avait déjà pris une dimension de vitesse de croisière de tous ces temps. C'est une gangrène qui date de plus de 2 décennies. En fait, c'est ici où s'arrête l'aventure de la corruption. À partir du moment où quelqu'un pouvait penser que c'est un simple acharnement de la part de nos amis du cash qui veulent s'acharner sur les candidats sénateurs, les députés provinciaux et tout ce qu'on raconte. Mais la chose la plus importante ici, ce que vous devez retenir, est que même nos amis du FCC, même ceux de l'amour, ce qui m'a étonné, c'est souvent voté aussi leurs candidats. C'est ce qui est grave. C'est ce qui est grave. Ils ont eu 11 non seulement, ils ont 98, hein, voilà. 98 ou 96, avec ils n'ont eu que 6 sénateurs. Ce qui est contradictoire. Voilà, c'est-à-dire il y a un ça ne va pas, il fallait que ce ça ne va pas arrive à sortir au grand jour et que l'on constate cette irrégularité et finalement on punit. Quand dans le loi là-bas, ceux du FCC se plaignent, dans le Haut-Katanga, ceux du FCC se plaignent, dans la Mongala, dans la Chopo, dans la Chouapa, finalement dans Kinshasa, tout le monde se plaint, donc c'est devenu un cas général. Il faut punir, il faut rappeler les gens à l'ordre. C'est en fait ça l'objectif de l'implantation d'un état de droit. Alors, puisque les sénatoriales sont entachées, j'allais dire, d'irrégularité en termes de corruption, si le conseil vous était donné pour ne pas anticiper les décisions de la justice, il y en a qui plaident même pour qu'on puisse élaguer le Sénat, comme c'est le cas au Sénégal aujourd'hui. Oui, mais pour élaguer le Sénat, il faut une révision constitutionnelle. Il doit passer par l'Assemblée nationale. Il doit passer non seulement par l'Assemblée nationale, même par le référendum. Sur cette question, je crois que la procédure pour l'extinction du Sénat est une procédure longue, en même temps constitutionnelle. Mais la meilleure affaire, c'est laquelle? C'est que le Sénat ne peut pas s'asseoir dès lors que parmi les prétendus élus
sénateurs, nous avons identifié bien des corrompus et bien des corrupteurs. Et donc, sur cette question, si l'on identifie, admettons, 40 sénateurs corrompus, 40 sénateurs corrupteurs, mais c'est fini. On va les élaguer de la chose, et dans les zones dans lesquelles ils ont été élus, il peut être possible de recommencer. Pourquoi ne pas récupérer leur suppléant, par exemple? Bien, le grand problème, le sénateur a toujours un suppléant. Oui, mais les sénateurs ne sont pas encore confirmés par la Cour constitutionnelle. On ne peut pas récupérer un suppléant dès lors que l'élu lui-même n'a pas encore été confirmé. C'est le principe du mutatis mutandis. Et donc finalement, il n'y a que la procédure de pouvoir recommencer les élections dans les zones dans lesquelles on aura identifié les actes de corruption, et cette fois-là, il n'y aura pas possibilité de récupérer les suppléants. On rentre dans le challenge électoral. L'on récupérerait les suppléants si et seulement si la Cour constitutionnelle avait déjà confirmé cette élection des sénateurs évidemment proclamée par la CENI. Pour revenir à l'élection de gouverneur qui a été reportée, finalement la CENI revient pour fixer la date du 10 avril. Il y en a eu qui analysaient, qui disaient même qu'en lieu et place, en attendant que le travail de la justice puisse aboutir, il fallait qu'il puisse y ait une nomination, bien entendu, des commissaires, puisqu'il y a une jurisprudence à un certain moment de l'histoire, des commissaires avaient été nommés pour combler le vide en attendant la tenue des élections de gouverneur. Oui, moi je ne vois pas de problème. La critique ne viendra jamais du FCC, puisque le FCC était la première phase expérimentale de la nomination de commissaires spéciaux, sauf si nos amis du FCC veulent jouer à la détraction. Ça veut dire ils veulent de quelque chose et son contraire, cependant qu'ils oublient que hier, certaines provinces de la RDC avaient été dirigées par des commissaires spéciaux jusqu'à préparer les gens vers l'élection évidemment effective, que je dirais factuelle des gouverneurs. Et donc finalement, on ne sait pas aller aux élections. Ce n'est pas une opinion qui vient du fait que l'UDPS aujourd'hui n'a pas une assise dans les assemblées provinciales du pays. Mais ils sont contrôlés généralement par le FCC. Ils peuvent penser à l'absence de l'assise, comme ils le disent. Mais ce n'est pas non plus une raison pour eux de se faire corrompre et de nous présenter des candidats corrompus. Je vous informe que même certains candidats gouverneurs, leurs relevés téléphoniques sont en possession du pouvoir judiciaire. Et donc, sur cette question, si la justice amène ces candidats gouverneurs devant la justice, devant le juge, voulais-je dire, mais il est tout à fait important, comme moi opportun, que la CENI puisse se reporter de nouveau. C'est ce que je dis. Les assemblées provinciales sont contrôlées à plus de 80%. Vous parlez des assemblées provinciales, mais je tiens à vous signaler qu'à propos, même les règlements d'ordre intérieur, en vertu de l'article 160 de la Constitution, de toutes les assemblées provinciales n'ont pas encore reçu quitus de la Cour constitutionnelle. Et quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que juridiquement parlant, oui, la conséquence, juridiquement parlant, c'est qu'on ne saura pas punir ou on ne saura pas sanctionner un député provincial au sein de l'hémicycle dès lors que le règlement d'ordre intérieur n'a pas encore reçu contre-saint ou quitus ou a encore été confirmé par rapport à la conformité légale ou constitutionnelle par la Cour constitutionnelle. Les assemblées jusqu'ici sont en possession de règlements d'ordre intérieur que l'on peut tenter d'appeler juridiquement des simples conventions entre députés, finalement. Mais il faut attendre la confirmation. Ce que je voudrais dire, il y a plein de trucs qui doivent être résolus au niveau de la Cour constitutionnelle. Et en attendant, beaucoup sont ceux qui disent que les décisions prises par le chef de l'État, en tout cas, il est incompétent en cette matière. Je vais vous lire la Constitution. Je suis à l'article 69 de la Constitution. Voici ce qui est dit. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Deuxième alinéa. Il veille au respect de la Constitution. C'est le troisième alinéa qui répond à toutes ces détractions. Il assure, virgule, par son arbitrage, virgule, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État.
il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. C'est quel arbitrage s'agit-il? C'est ça que je dis. Il n'y a aucune loi au Congo qui détermine la faisabilité de l'arbitrage du chef de l'État. C'est vrai d'abord. Va ou pas, mais c'est constitutionnel. Et d'ailleurs, ce qui me plaît, c'est que le mot par son arbitrage, il est mis en apostrophe, c'est un mot mis en aposté. Le président n'est-il pas en train de jouer certaines fonctions ou certains rôles que joueraient les membres du gouvernement aujourd'hui? Non, mais il y a un gouvernement qui a choisi. La parle du chef. Un premier ministre, les membres du gouvernement. Je prends le cas de son bras de fer entre Kamere et Bruno Tshibala. Vous avez suivi. Et la réaction de Bruno Tshibala. N'est-ce pas là un bras de fer qui présage déjà probablement l'avenir en termes de cohabitation entre la présidence et la primature? D'abord, la cohabitation n'est pas démise dans notre constitution. Nous sommes en train de partir tout droit vers la coalition. C'est la raison pour laquelle le mariage CACH-FCC est un mariage de stipulation constitutionnelle. Un mariage d'hypocrisie. J'ai dit d'abord des stipulations constitutionnelles. L'hypocrisie, c'est une question de la consommation de ce fameux mariage. Mais a priori, c'est une obligation constitutionnelle, c'est l'article 78 qui prévoit la coalition. Et donc, par rapport au fait que le président de la République est en train d'exercer certaines fonctions qui ne relèveraient pas de sa compétence, nos amis du FCC, par exemple, je vous donne un exemple, Mouilani a fait un communiqué dans lequel il fustige la violation constitutionnelle. Mais je regrette du fait que... Je finis. Tu t'as revenu là-dessus. Kitundou n'a pas intervenu à l'officiel, sauf ragot et détraction de nos amis des réseaux sociaux. Mais Mouilani a publié un communiqué, il a signé un communiqué. Le communiqué ne précise pas une seule disposition constitutionnelle qui a été violée. Donc, on considère que cette lettre-là est une simple déclaration politique. Pour preuve, ils l'ont fait, il n'y a pas eu d'effet. Je vois que c'est leur autorité morale auprès de qui ils sont allés signer l'acte d'engagement du FCC qui finalement a fini par comprendre qu'il doit venir un peu en négociation pour harmoniser. Et cette cohabitation, j'aurais bien... Je dis, il n'y a pas eu bras de fer, il n'y a pas eu bras de fer, il n'y a pas eu de fer d'hypocrisie. Je dis, il n'y a pas eu bras de fer. En termes d'actes constatés. Il n'y a pas eu bras de fer puisque Tshibala a fini par s'exécuter. On ne peut pas faire un bras de fer tout en s'exécutant finalement. C'est vouloir quelque chose de son contraire. Et puis Tshibala doit savoir que c'est un premier ministre qui assume les affaires courantes dès lors que sa démission est entre les mains du président de la République. Et donc on ne doit pas parler d'un Tshibala comme c'est lui. Un assumant des affaires courantes. Comme c'est lui issu. Il continue à gérer la primature, ça c'est seulement plus. J'ai dit, mais il y a des actes que Tshibala ne peut pas prendre, il n'a pas de budget engagé. Il y a également des actes que le chef de l'État ne peut pas poser. Le chef de l'État a des actes, il a posé les actes de 100 jours ici. Vous allez fouiller partout dans la Constitution. Même si vous saisissez le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle, le président de la République a exploité les noms dits dans la Constitution. Quand on parle du président de la République, il ne faut pas oublier qu'il est le chef de l'exécutif. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un régime semi-présidentiel où l'exécutif est bicéphale. Et finalement, vous ne pouvez pas comparer le président de la République à un Tshibala qui a déjà déposé sa démission auprès du président de la République. Et qu'il ait certains actes qu'il ne peut pas poser. Il est en train de poser simplement des actes d'accompagnement. Il est en train de gérer des affaires courantes. Et le formateur du gouvernement traîne. Il a posé... Où est-ce que ça bloque aujourd'hui, M. Lassi? Le formateur ça du bloque gouvernement... Puisqu'il doit provenir du FCC. Mais oui, mais il ne peut pas venir, le formateur du gouvernement, ou même le Premier ministre ne peut pas être constitué dès lors que nous n'avons pas un bureau effectif à l'Assemblée nationale, dès lors que le Sénat n'est pas assis. Vous oubliez le rôle du Congrès dans cette histoire. Ça prendra le temps que ça prendra dès lors que... 8 mois, 9 mois. J'ai dit que ça prendra... en RDC. Tout à fait, pour autant que nous puissions respecter les normes légales. C'est une crise. Il n'y a pas crise. Il n'y a pas crise dès lors que nous sommes en train de faire la course au respect de la loi. Il y a crise lorsqu'il y a par exemple l'immobilisme politique. Il n'y aura pas immobilisme politique. Non plus les institutions, par exemple, les différents ministères ne travaillent pas. Tous les ministères sont en train de travailler dans les affaires courantes. Même si il y a des actes que ces ministres ne peuvent pas poser. C'est là que je dis. Il y a des actes que ces ministres ne peuvent pas poser, mais il y a aussi des actes que ces ministres peuvent poser à la demande du président de la République. Et ceux que ces ministres ne peuvent pas voter, plutôt peuvent pas faire, qui les exécute? Non, mais en cas d'urgence, vous avez suivi la remise et reprise.
on a pratiquement commué les administrations des ministères par le chapeau soit d'un ou de deux ministères. C'est la raison pour laquelle vous avez été surpris de voir Ntango Mwamba remplacer Cheikh Kitundu. C'est pour éviter évidemment qu'il y ait ce vide administratif ou fonctionnel dans certains ministères. Ne vous en faites pas, dans l'histoire de ce pays. En 1900, vers les années 90, Mungulu Diaka, qui était Premier ministre, on a appelé ce gouvernement de combat, c'est par le simple fait qu'il a été animé par des secrétaires généraux de ministère. Je pense que sur cette question, on ne peut pas s'arracher les cheveux. Dès lors que nous sommes en train de nous battre, nous faisons la course au respect de la loi, il n'y a pas de crise institutionnelle. Alors, les 100 jours du président Félix Tshisekedi, on en parle aujourd'hui. Une autre révélation de la Constitution selon certains analystes. C'est un mensonge monté de toutes pièces. J'ai dit que c'est de la détraction. Le président Félix est un président dans un État démocratique. Ceux qui sont ses adversaires politiques ne peuvent aucunement, évidemment, lui jeter des fleurs dès lors que notre président n'est pas un ange, c'est un humain qui gouverne. Je vous ai dit ici, j'ai besoin de rencontrer un homme fort de tous ces détracteurs qui me diraient que le président, avec les 100 jours, il a violé la Constitution. La Constitution n'a pas été violée. Les programmes d'urgence de 100 jours, le principe qui s'applique, c'est que ce qui n'est pas interdit est permis en droit. Et le président de la République a présenté son programme de 100 jours. Par la même occasion, il a fait venir le gouverneur de la banque, le ministre des Finances sous le contre-sein de la Cour des comptes. Les choses sont en marche. D'ailleurs, je pensais que vous me poserez la question de savoir, mais les 100 jours vont bon train. Nous n'avons pas des chaînes de 1000 collines ou des chaînes de propagande. Vous parlez en termes d'évaluation du travail, c'est un travail réussi. Un travail réussi et du jamais fait, du jamais vu. Comment? Vous parlez de ce 5 millions ou quelque chose qui a été remis à la SNEL en termes de renforcement de ses capacités pour électrifier la C'est un élément parmi tant d'autres. Je vous informe que sur toute l'étendue de la République, tous les projets de 100 jours qui ont été démarrés par le président de la République sont en train de se dérouler à bon train. Ce qui m'étonne, c'est qu'à Kinshasa, bientôt sur l'avenue Bokassa et autres, vous allez vous rendre compte que les choses vont prendre fin. Il y aura des séances d'inauguration, je ne sais pas par qui sera gouverneur ou qui maire de ville ou quoi que ce soit. Parce que le président ne peut pas non plus se rendre à toutes les inaugurations, des choses que l'on fait pour éviter de la liturgie politique sur liturgie politique comme ça se faisait. Et cette coalition, quel est son avenir? Quel est l'avenir justement de cette nouvelle coalition autour de Félix Tshisekedi? Cash, FCC pour la gouvernance du pays. Oui, mais je vous ai dit que cette coalition est une obligation constitutionnelle puisque l'article 78 nous impose la coalition dans le cas sous examen. Le grand problème, c'est que ce que nous n'allons jamais admettre, c'est être dans une coalition, mais de voir les amis se comporter comme dans une cohabitation. C'est être dans une coalition, dans un régime semi-présidentiel, et de voir nos amis vouloir se comporter comme dans un régime semi-présidentiel. Nous n'allons jamais l'admettre. Nous prendrons des mesures y afférentes. Mais puisque nous ne sommes pas des prophètes, nous ne sommes pas des prophètes de malheur, heureusement que les gens du FCC peuvent crier autant qu'ils veulent. Mais celui qui les engage dans cette histoire, ce n'est ni Lukwebo, ce n'est ni Mouelani, ni quoi que ce soit, c'est Sol Kabila. C'est ça le sens juridique des accords qui sont allés signer eux à Kingakati. Et donc chaque fois qu'il y aura un quoi que nous aurons affaire à Kabila et non à eux, puisqu'ils ont pris tout leur pouvoir, comme dans un holding ou comme dans un trust, ils l'ont remis évidemment à Kabila. C'est la raison pour laquelle Kabila est venu pour harmoniser certaines questions. Mais quand le président de la République refuse de nommer un premier ministre, un formateur du gouvernement qui a versé dans les détournements, dans la concussion, je ne sais pas, dans les violations de droits de l'homme. C'est notre blocage aujourd'hui. Ce n'est pas un blocage. Les conditions ce n'est pas un blocage. Le programme qu'il faut mettre en pratique, ce n'est pas le programme du Premier ministre. C'est le programme du président de la République. Ce n'est pas un programme. Je finis ma phrase. La Constitution dit. Un programme concerté. Écoutez, messieurs. La Constitution dit qu'un président de la République est élu sur base d'un programme. Et le programme sur base de quel Fachi a été élu, c'est son programme de 86 milliards. Donc il ne revient pas à un Premier ministre de venir appliquer son programme. Non, il devient Premier ministre d'exercice. C'est comme on disait en droit constitutionnel, l'institution politique. Dans un régime comme celui-ci, le Premier ministre est simplement l'homme orchestre.
C'est la raison pour laquelle l'article 78 de la Constitution, l'article 90 et 91 disent, par exemple, que le Premier ministre est le chef du gouvernement. Le gouvernement présente son programme devant l'Assemblée. Mais le programme dont il est question est un programme concerté. Donc, aucun gouvernement, j'ai fini la phrase, aucun gouvernement, aucun Premier ministre ne peut poser des actes sans des actes fonctionnels et gouvernementaux sans le contre-sage du président de la République. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Constitution. J'ai bien cité les dispositions constitutionnelles à propos. Alors, on va évoluer dans les 10 dernières minutes. On aborde les questions qui parlent de la plateforme Lamouka qui se trouve en train de finir déjà sa rencontre de Genève. Alors, par rapport à certains cadres de cette plateforme, je prends le cas d'Antoine Gabriel qui nous recommence aujourd'hui. Est-il vraiment de cash Lamouka difficile de décision aujourd'hui au regard des actes qu'il pose? Il a tenu à Lubumbashi un meeting qu'il a appelé meeting de soutien au président de la République. Mais finalement, je ne sais pas pourquoi vous voulez regoter tout autour. Antoine Gabriel est resté logique avec lui-même. Lorsque nous avons éclaté cette cabale de Genève, il était... Lorsque vous avez renié votre signature, bon, c'est là que j'ai dit. Lorsque nous avons retiré notre signature de la cabale de Genève, Antoine Gabriel était le premier à postuler la réconciliation entre Cash et Lamouka. Il n'avait pas été écouté. Finalement, nous sommes arrivés à une certaine époque où nos amis de Lamouka se sont portés en faux à l'égard de Cash. Et voici les résultats. Le Cash est au pouvoir, Lamouka est dans la rue. Mais il y a quelques semaines, ici, Antoine Gabriel a dit, je mets en garde Fayoulou, je mets en garde Mouzito et autres, de ne plus jamais me pointer du doigt comme étant un opposant et de ne plus jamais dire que je suis de Lamouka. Moi, je suis d'eux ensemble. Même si Lumbi, par, je ne sais pas, par masturbation politique ou par complaisance, a essayé aussi de le contredire d'une manière ou d'une autre. Il a dit que c'était son point de vue. Mais finalement, en termes de poids politique, Pierre Lumbi n'a pas de base, mais Antoine Gabriel a une base. Et Antoine Gabriel dit, j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix entre mon fils et les enfants des amis. Finalement, je choisis mon fils qui est Félix. Il ne vient pas à moi d'aller lui dire, non, tu ne dois plus aimer ton fils, tu dois aimer l'enfant de ton ami qui est Fayoulou, qui est pratiquement devenu un plus grand danseur sur des grandes places internationales. Vous voulez dire quoi? Alors, je disais que la question de la rencontre de Lamouka en Europe était prévisible. J'ai suivi moi-même Fayoulou qui dit, on lui pose la question, mais Lamouka sur le point d'éclater, il dit, ben écoutez, Lamouka n'est pas le peuple. Le malheur dans cette histoire, dans cette cabale, aujourd'hui l'histoire nous donne raison, c'est que même ce que Katumbi avait comme une espèce de popularité à son degré, il est allé finir sa popularité dans Fayoulou. Et aujourd'hui, Fayoulou s'est pavane en disant qu'il se veut bien être le chef de ville de l'opposition. C'est une question de leadership aujourd'hui dans Lamouka. Non seulement question de leadership, il y a aussi question d'idéologie politique. Vous allez voir que la plupart des mouvements politiques dans Lamouka sont dépourvus d'idéologie politique. C'est la raison pour laquelle tous sont en train de crier. Ben, je signale que Katumbi est en train de négocier en sourdine avec le cabinet du président de la République. Je cite Antoine Tshisekedi Tshilombo sur le fait d'une certaine faisabilité par rapport à son retour. Je ne connais pas l'issue. Mais finalement, ce que vous devez retenir est que Mouzito dit que Lamouka doit devenir un mouvement citoyen. Fayoulou qui ne veut plus entendre parler de Lamouka, il veut entendre parler du peuple. Dans l'entretemps, Katumbi ne s'est pas rendu à la réunion de Lamouka. Il est annoncé lors du dernier jour, ça veut dire lors du point de presse, de la conférence de presse commune qui devrait être tenue au terme des assises. Bien, finalement, cette histoire de Lamouka est une association par moment des malheureux, par moment des malfaiteurs. Vous comprendrez pourquoi lui-même a voulu s'y extirper. J'ai dit que quand je dis malheureux, c'est que dans Lamouka là-bas, quand Jean-Pierre Bemba lui-même décide de devenir ambassadeur de la paix, c'est-à-dire une fois qu'on lui colle cette casquette, il ne pourra plus faire la chose politique à un moment donné de l'histoire.
il attend ses 68 millions de dollars, que le président centrafricain, Archange Touadéra, est venu négocier autrement jusqu'à ce moment. La plus centrafricaine, peut-être n'a pas cet argent pour dédommager la plainte. Il est venu suivre d'où venait la plainte, d'où venait l'instigation de la plainte. C'était le problème entre la Centrafrique, Jean-Pierre Bemba et la Cour pénale. Je vous parle politique, mon ami, suivez-moi. Archange Touadéra est venu dire que nous n'avons pas d'argent. Dans cette histoire de 68 millions de dollars. Le président de la République l'ayant reçu, lui dit, bah, écoutez, nous n'avons jamais fabriqué cette plainte. Nous allons vous offrir les bonnes assises, allez-y un peu rencontrer l'ancien président Kingakati. Puisque c'est lui qui connaît un peu la traçabilité de cette histoire de réclamation. Je vous dis, dans cette histoire de 68 millions de dollars, la France a des yeux ouverts puisqu'elle veut en tirer profit d'une manière ou d'une autre. Donc finalement, ça n'a rien à faire avec nous, ça a à faire avec ceux qui ont été au pouvoir à l'époque de la plainte de Bemba, ceux qui ont été au pouvoir à l'époque de Bozizé, et finalement, c'est une histoire qui ne nous concerne pas. Comme les sanctions américaines, là, ça ne nous concerne pas, nous, en tant que régime. Ce sont des compatriotes qui ont été sanctionnés. Mais oui, mais quand on sanctionne un compatriote... Notamment le président Ossegui, le vice-président... J'ai fini la phrase. Vous allez comprendre que c'est ça. Lorsqu'on sanctionne... Mais laissez-moi finir la phrase. Lorsqu'on sanctionne un compatriote délinquant, à lui seul, il va entreposer dans les banques américaines 100 millions de dollars. Mais dites-moi et moi à propos, vous voulez que nous puissions le dorloter? Vous voulez que nous puissions les gérer comme un poussin? Vous parlez de qui? Vous parlez de président de la CENI? Je parle des 42 personnalités de ce régime, puisque les Américains ont annoncé il y a de cela 6 mois qu'ils avaient 42 personnalités de l'ancien régime. Et il revient à eux-mêmes de les sanctionner autant qu'ils veulent. Attendez que je finisse la phrase quand même, puisqu'il s'agit d'une loi de traçabilité bancaire qui a été mise en exercice. Et quand la loi a été mise en exercice, il s'agit des banques américaines, il ne s'agit pas des banques congolaises. Je vous signale que les États-Unis, à eux seuls, ils ont à peu près 50 banques dans le monde. Nous en avons même ici à Lubumbashi. Vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes morales de droit privé congolais, mais en réalité, ce sont des banques américaines. Et quand vous mettez l'argent là-bas, la traçabilité est contrôlée jusqu'au trésor américain. Et lorsqu'on sanctionne, vous pensez quelqu'un à lui seul, une machine coûte moins de 300 dollars à Mirou, en Corée, et qu'eux prennent, c'est pas 1000 dollars ou 800 dollars par machine. Et une seule personne se retrouve avec 100 millions de dollars à lui seul. Imaginez-vous la suite, mes frères. Quel manque d'amour. Mais la corruption, le détournement devient par là un crime contre l'humanité. C'est ce qui vous revient à évoquer l'aspect évoqué par Antoine Gabriel Kingo-Komaza lors de son dernier meeting, où il a demandé au président de la République d'initier un audit de 10 dernières années de gestion du chef de l'État sortant. Mais l'audit est une question légale. L'audit est une question légale, ça n'appelle même pas à faire sujet. C'est ce que je dis, ce n'est pas une chasse aux sorciers. Il n'y a pas de chasse aux sorciers ou aux sorcières. Il n'y a pas de chasse aux sorciers ou aux sorcières. Dans ce régime, tous ceux qui ont pris l'argent du peuple, d'une manière ou d'une autre, s'il s'avère qu'ils sont coupables, ils doivent retourner l'argent au trésor public. Et quand on fait l'audit de 10 ans, on se rend compte que dans le discours du président de la République lors de son investiture, il dit que nous avons perdu plus de 25 milliards de dollars dans cette histoire de gestion dans cette histoire de malversation financière. Et dans les mines, y compris. Oui, et dans les mines, et dans la parafiscalité, et dans l'intelligence économique, et dans la macroéconomie, et dans la microéconomie. Mais dès lors que l'audit est établi, écoutez mes chers frères, il y a de l'argent qui s'évapore tous les jours ici. Je prends l'exemple. On dit que le Congo a 26 000 médecins. Mais il y a encore 26 000 médecins fictifs qu'on ne connaît pas. Mais cet argent va où? Je crois que nous voulons implanter un État fondé sur la justice distributive et l'égalité. Donc, si nous voulons vraiment installer un État de droit, il y a des gens qui doivent répondre de leurs actes devant la justice.
Et c'est cette fois-là, ça donnera une leçon à tous les voleurs, à tous les délinquants politiques potentiels. Qu'ils soient de l'UDPS ou... Je dis déjà, vous allez voir ceux de l'UDPS. Vous allez voir ceux de l'UDPS vont répondre de leurs responsabilités. Je ne veux pas y revenir. Et c'est une bonne chose. Vous pensez que le président de la République qui combat la corruption va essayer d'amadouer les poulains qui ont navigué à contre-courant? Mais ce sont des candidats à la guillotine judiciaire. Alors, mais parce que nous sommes en train de tweeter avec notre magazine, quelle est la question que je n'ai pas pu vous poser, mais que vous vouliez justement évoquer dans ce magazine? La première des choses, c'est de dire l'interinstitutionnel n'est pas la seule affaire du président de la République. On l'appelle interinstitutionnel à partir du moment où ce sont différentes institutions animées qui ont été invitées ou convoquées à cette réunion. Et quand on les convoque à cette réunion, on coule des résolutions. Que ce soit coulé en forme d'ordonnance, que ce soit coulé en forme de communiqué, que ce soit coulé en forme de décision, rien ne viole la Constitution. Je dis bien, je suis à l'article 69 alinéa 3 de notre Constitution. Et donc, on ne peut pas prétendre dire que le président viole la Constitution, mais oubliant les prérogatives, les pouvoirs qui lui sont reconnus. L'arbitrage qui n'est pas spécifié, bien entendu, dans la Constitution. Écoutez, vous n'êtes pas juge constitutionnel pour me poser cette question. Quand on dit par son arbitrage en français, et cette périphrase, on la met en apostrophe ou en aposté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une prérogative sacrée, limitée, exclusivement reconnue au seul président de la République. On dit par son arbitrage. Donc ça relève même de son choix discrétionnaire. Quand le président de la République constate que la corruption provoque une espèce de sûreté publique, quand les gens ont marché dans le FCC, dans la Mouka, tout comme dans l'UDPS, ça et là, vous pensez que le président de la République va croiser les bras? Déjà, quand il y a 8 morts à Goma, il est en train de prendre des mesures, il convoque une réunion sur la question de sécurité pour voir ce qui va se passer. Donc, on ne peut pas avoir un président de la République, je dirais, statut ou squelettique. Le mot protocolaire est un ragot, le mot protocolaire est une détraction. Il ne revient pas à moi de répondre. Ceux qui disent que le président de la République est un président de la République protocolaire, c'est nous qui libérons les meetings publics de Fayoulou. C'est nous qui avons donné l'ordre qu'on libère le passeport de Katumbi. C'est nous qui faisons tout ce qu'on raconte. Est-ce qu'un président protocolaire peut le faire? Tout ça, c'est de la détraction. On va pas le même pas si nous sommes à la fin. Et donc, je dis, les élections de gouverneurs vont venir. Pour l'UDPS, nous avons Koko Moulongo, suivi de Mumbagama comme colistier. Qui n'ont pas de majorité. Ben, écoutez, nous parlons d'une élection de gouverneurs. Puisque le candidat sénateur... J'ai fait une phrase, vous m'avez demandé de conclure, mais vous intervenez dans ma conclusion. Vous êtes du FCC. Mais pas s'il faut préciser. Je regrette. Ce sont des données qu'il faut préciser. Non, moi-même, je connais ce que je dois dire. Je suis suffisamment adulte pour savoir ce que je vais dire en conclusion. Allez-y. Je dis notre candidat, c'est l'honorable Koko Moulongo Zemba Jacques. Cet enfant de Madini, là, suivi de Mumbagama. Finalement, c'est une question d'élection de gouverneur. La question d'élection de gouverneur peut être sujette à coalition, peut être sujette à alliance. C'est ainsi que nous y allons. Je précise que Mutomba Akan Kato, Mwand, est candidat gouverneur dans le Loraba. Je précise que la question d'élection de gouverneur peut être sujette à coalition, peut être sujette à alliance. Vous avez Et donc, sur cette question, nous allons l'accompagner pour la date du 10, si et seulement si cette date est maintenue, puisqu'il y a certains candidats gouverneurs qui doivent répondre devant le juge, soit comme corrupteurs. Vous ne prenez pas la place du juge, mais pas si. Je dis, mais écoutez, dans les relevés téléphoniques, ils sont là. Vous n'avez pas pris connaissance de ce relevés. Je vous informe que nos amis de la Mouka ont déposé des plaintes, ça et là, de Kolwezi à Lubumbashi, ça et là, contre certains candidats gouverneurs qui ont pris l'argent dans les trésors publics de l'État. Nous savons comment ils ont manipulé les budgets. Et donc, finalement, la seule chose que vous devez retenir, c'est que le président Félix est assis. Et nous allons tout droit vers la mise en place finale de la marche institutionnelle. C'est de cette manière, dans la justice, dans le respect du prochain, dans la fin de la corruption, de la concussion, du détournement, dans la fin de bruit de bottes dans toutes nos forêts ici, nous allons gouverner ce pays jusqu'à ce que
nous allons reconquérir 2023 par le simple fait que je précise, ne vous agitez pas, monsieur le journaliste, je précise que nous n'avons pas... déjà de 2023. Mais oui, tu penses que nous sommes là pour faire quoi là? Mais nous sommes là... Les 12 mois ne sont même pas encore épuisés. Tous les problèmes autour de la gestion, déjà vous envisagez 2023. Tu penses que nous pouvons nous entraîner 38 ans d'opposition pour gouverner pendant 5 ans? C'est possible. Non, l'ANC a longtemps lutté jusqu'à l'apartheid. C'est le seul parti politique qui a 25 ans de gouvernance. C'est différent pour la RDC. Je vous dis que le contexte est évidemment différent, mais l'objectif d'une formation politique soit-elle, c'est de conquérir le pouvoir, le maîtriser par la voie légale et le plus longtemps possible. C'est la raison pour laquelle nous, je dis comme Kabunda Kabound, le cash est en association avec un parti qui a fait 38 ans de règne. Donc le cash est en train de se préparer 38 ans x 2 et on sera en train, jusqu'à ce que le caméraman viendra adhérer à l'UDPS, il sera présenté aussi comme candidat président. Ah, vous parlez de Marcel Aïnouna. Mais oui, mais voilà. Jusqu'à ce qu'il deviendra aussi président de la République dans notre quota. Voilà. Puisque nous n'allons plus jamais laisser le pays entre les mains de ceux qui l'ont gouverné au profit de l'extérieur. Cette fois-ci, c'est le régime du gagnant-gagnant. Nous irons de gagnant-gagnant jusqu'à ce que, messieurs, je vous informe que ce plateau de télévision sera informatisé. Merci. Ce magazine sera fait. Merci à vous tous d'avoir suivi le décryptage de toutes ces questions avec Maître Placide Bayo. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et qui vous souhaite plein succès bientôt quelques jours. L'on se retrouve la prochaine fois. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, mais également sur YouTube. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Au revoir. You